Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien et que vous êtes tous là. Et donc, nous allons faire un cours sur globalement les principes en chirurgie cardiaque congénitale. Le cours est prévu pour à peu près 2 heures et demie de temps. On va essayer de le faire en 2 heures, 2 heures et quart. Et puis, comme ça vous laissera un petit peu de temps pour poser vos questions à la fin sur le chat si vous le souhaitez. Donc, je me présente, je suis le docteur Margot Pontaillé, je suis PHU en chirurgie cardiaque dans l'hôpital Necker Enfants Malades. Et donc, nous allons voir ensemble quelques généralités, oh zut, sur la chirurgie cardiaque congénitale, discuter de quelques techniques chirurgicales, un petit mot sur les spécificités pour les GUCH, ou maintenant ce qu'on dit ACHD, Adult Congenital Heart Disease, un petit mot sur l'assistance circulatoire et puis sur la transplantation. Vous verrez, on va essayer de faire ça sympa avec quelques vidéos pour que vous voyez ce que ça représente, la chirurgie des cardiopathies congénitales. Alors, donc quelques généralités. En chirurgie cardiaque congénitale, nous avons principalement deux grandes voies d'abord. La principale, c'est la sternotomie médiane pour la plupart des interventions qui sont conduites sous CEC, sous circulation extracorporelle. Mais nous pouvons aussi réaliser certaines chirurgies par thoracotomie droite ou gauche, c'est-à-dire ouvrir entre les côtes, sous le bras, sur le côté. Chacune de ces deux grandes voies d'abord a ses avantages et ses inconvénients. Et le choix de la voie d'abord va se faire tout d'abord en fonction du type de cardiopathie et de la chirurgie qui est prévue à être réalisée, avec les nécessités d'exposition que la chirurgie réparatrice ou palliative nécessite, et vont également rentrer en compte la douleur et l'esthétique, puisque la thoracotomie est réputée être plus douloureuse que la sternotomie médiane. Cependant, la thoracotomie étant faite entre les côtes sous le bras, a une valeur un peu plus esthétique, surtout chez les jeunes filles chez qui on va essayer de conserver le décolleté. Un petit mot sur l'installation au bloc opératoire. Pour la sternotomie, les patients vont être installés en décubitus dorsal, c'est-à-dire sur le dos. On va leur mettre un billot sous les épaules afin d'horizontaliser le sternum et nous permettre une meilleure exposition. Et chaque enfant va être très techniqué avec une sonde d'intubation oro ou nasotrachéale en fonction de l'âge. On met en place le scope, le saturomètre, une à 2 VVP. Sont nécessaires un cathé artériel pour mesurer la pression en continu, un cathé central veineux pour délivrer les inotropes une fois la chirurgie terminée pour permettre le remplissage et la mesure de la PVC. Également une sonde urinaire, une sonde thermique. On va mettre en place également une plaque de bistouri électrique, la plupart du temps sous les fesses chez les petits. Chez les plus grands, on peut la mettre sur le mollet ou sur la cuisse. Et si jamais le patient a déjà été opéré, il va y avoir mise en place de plaques de défibrillateur externe. Tout cela pour vous dire que sur un petit enfant de 3 kilos, ça représente énormément de tuyaux, d'installations. Tout ça sur une surface corporelle petite. Et donc, ce qui est primordial avant de commencer la chirurgie, c'est l'installation pour que le chirurgien soit bien pour faire la chirurgie au mieux, mais aussi protéger l'enfant, protéger les points d'appui pour éviter les escarres sur les points d'appui. Les petits peuvent marquer
très vite. Il suffit d'avoir un fil de scope qui fasse le tour d'un bras ou d'une jambe pour avoir une ischémie ou des traces permanentes. On peut avoir des escarres sur les sondes d'intubation, les sondes nasogastriques. Donc, vraiment, c'est quelque chose de primordial dans notre pratique. Pour vous montrer à quoi ça ressemble une sternotomie, ben c'est ça, c'est une ouverture médiane qui se fait depuis le haut du sternum à la jonction des deux clavicules jusqu'au bas vers la xiphoïde. L'incision cutanée peut être plus petite, je vais vous montrer quelques exemples après. Mais donc, on incise la peau, on ouvre le plan sous-cutané. La plupart du temps, il n'y a pas vraiment trop de plans musculaires à ouvrir puisque les pectoraux sont de part et d'autre et on arrive assez rapidement sur le sternum qui va être ouvert au milieu par un sternotome, donc la scie sternale, en sachant que voilà, chez les petits, on peut utiliser également les ciseaux, le bistouri électrique sur un cartilage qui est encore très cartilagineux. Un sternum qui est très cartilagineux, veuillez m'excuser. Et donc, vous voyez sur l'exemple du bas, on a une magnifique exposition sur le cœur, les gros vaisseaux, l'oreillette droite, l'auricule droit et les ventricules. Donc, comme je vous disais, ça c'est la grande sternotomie. Il y a plusieurs sternotomies. Donc, vous avez la sternotomie médiane classique de haut en bas des clavicules jusqu'à la xiphoïde où on va ouvrir toute la peau en regard du sternum, puis tout le sternum. On peut aussi réaliser des mini-incisions cutanées où on va commencer un petit peu plus bas à la jonction entre le corps sternal et le manubrium sternal pour préserver quelques centimètres de décolleté tout en faisant une sternotomie complète, c'est-à-dire qu'on ne va pas ouvrir toute la peau, mais on va quand même ouvrir tout l'os, tout le sternum, avec, si besoin, vous voyez sur la première photo, un écarteur vers le haut pour tirer sur la peau qui n'a pas été ouverte pour exposer vers le haut les gros vaisseaux. On peut aussi réaliser des sternotomies partielles. La plupart du temps, dans notre pratique, ça va être une sternotomie partielle inférieure où on va inciser depuis les mamelons jusqu'à la pointe de la xiphoïde et n'ouvrir que la partie basse du sternum. On peut également, pour certaines chirurgies des gros vaisseaux, faire l'inverse, faire une sternotomie partielle supérieure ou une manubriotomie, c'est-à-dire qu'on va ouvrir que la partie haute du sternum, que le manubrium. Et puis, vous voyez, les enfants, ils cicatrisent quand même très bien. Et pour ceux qui cicatrisent mal, certains ont beaucoup d'imagination, puisqu'ils peuvent ensuite faire de l'art cutané par le biais du tatouage pour recouvrir leurs cicatrices. Lorsque l'on réalise une thoracotomie, le technicage de l'enfant est le même, donc le KTA, le KTC, les 2 VVP, la plaque de bistouri électrique, la sonde d'intubation, la sonde nasogastrique. Chez le tout petit, on n'a pas de sonde d'intubation double lumière qui permettent d'arrêter la ventilation d'un côté ou de l'autre, ce qui peut être plutôt envisagé chez l'adulte. Donc, un des écueils, ça va être que lorsqu'on va faire cette chirurgie-là, le poumon va être gonflé, il va falloir récliner le poumon. Et donc, pour pouvoir réaliser une thoracotomie, il faut qu'il y ait quand même une bonne hématose, une bonne fonction et capacité pulmonaire. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement, sur lequel il faut être extrêmement vigilant, c'est la ventilation chez ces enfants. Nous allons les installer en décubitus latéral droit et gauche en fonction de si nous réalisons une thoracotomie gauche ou droite. On va leur mettre la main sur la tête afin de récliner un petit peu la scapula, l'omoplate, pour pouvoir ouvrir entre les côtes. Mettre les jambes en position latérale de sécurité. Si nécessaire, un bio sous les côtes pour horizontaliser et faire ressortir les côtes pour permettre une meilleure exposition. Et pareil, j'insiste sur la protection des points d'appui chez le tout petit. Voilà à quoi ça ressemble l'installation pour réaliser une thoracotomie. Donc, vous voyez l'enfant qui est en décubitus latéral, le bras du côté de la thoracotomie qui est vers le haut sur la tête pour pouvoir dégager l'omoplate et réaliser la thoracotomie juste sous l'omoplate. La plupart du temps, on va se mettre dans le 3e ou dans le 4e espace
intercostale. Les résultats esthétiques chez l'enfant, comme vous pouvez le voir sur les photos, les thoracotomies donc, sont cachées par le bras une fois que le bras est en bas et les enfants cicatrisent la plupart du temps très bien. Et donc, vous voyez à 1 et 2 ans, sur les photos de droite, hein, pratiquement pas de visibilité de la cicatrice. De face, la cicatrice ne dépasse pas, de dos également. Et sur le côté, vous voyez bien, quand le bras est levé, vous pouvez distinguer la cicatrice. Et quand les bras sont baissés, eh bien, la cicatrice est cachée par le bras. Un petit mot sur la chirurgie mini-invasive. Donc, je vous ai dit qu'il y avait la sternotomie. On pouvait faire des mini-sternotomies, soit incision cutanée réduite et ouverture complète du sternum, soit ouverture partielle du sternum. Certaines équipes développent des techniques pour certaines cardiopathies, des techniques chirurgicales utilisant la thoracoscopie, c'est-à-dire la mise en place de trocars pour visualiser à l'aide d'une caméra et pouvoir passer les instruments, permettant de ne pas ouvrir et écarter soit le sternum, soit les côtes. Et même certaines équipes asiatiques réalisent des chirurgies par assistance robot. Voilà à quoi ça ressemble une chirurgie par thoracoscopie, donc en haut à droite, où vous avez des trocars en bleu et un petit écarteur pour une petite thoracotomie permettant de passer les instruments. Et en haut à gauche, vous voyez une chirurgie thoracoscopique pure, sans incision, sans écarteur, avec juste la mise en place de trocars. Donc, vous voyez, ça fait quand même pas mal de trous, puisqu'il faut pouvoir mettre en place une aspiration, mettre en place la vidéo pour visualiser à l'intérieur du thorax, et puis minimum 2 à 3 trocars pour les pinces des chirurgiens et de l'assistant du chirurgien. Alors, principe de la chirurgie, on va avoir 2 grands principes, cœur fermé versus cœur ouvert. Pour nous, ça va signifier cœur fermé, pas de mise en place de CEC, de circulation extracorporelle, versus cœur ouvert, lorsqu'on met en place la circulation extracorporelle pour pouvoir arrêter le cœur et l'ouvrir pour réaliser une réparation intracardiaque. Et bien prendre en compte la différence entre cure complète versus chirurgie palliative. Je pense que vous avez tout un cours dédié aux chirurgies palliatives, mais un petit rappel. La plupart du temps, en premier temps, on va avoir, en cas d'hyperdébit pulmonaire, la réalisation d'un cerclage de l'artère pulmonaire, comme vous voyez sur le premier schéma, qui consiste à la mise en place d'une bande de Gore-Tex chez nous pour aller cercler le tronc de l'artère pulmonaire qu'on va fixer par des fils ou des clips avec, si besoin, la prise de pression dans les artères pulmonaires pour guider le serrage du cerclage. La chirurgie de cerclage, elle peut se réaliser par sternotomie ou par thoracotomie gauche. On va le réaliser principalement chez nous par sternotomie, avec une toute petite incision limitée du péricarde pour éviter les adhérences pour les prochaines chirurgies. Et on va le faire par thoracotomie gauche lorsque c'est associé à une cure de coarctation par thoracotomie. Autre palliation, en premier temps, c'est la mise en place d'une anastomo systémico-pulmonaire, deuxième schéma, où on va aller interposer un tube de Gore-Tex, un tube synthétique entre l'artère sous-clavière droite ou TABC et l'artère pulmonaire droite. Pareil, cette chirurgie peut être réalisée par sternotomie ou par thoracotomie droite cette fois-ci, avec ou sans CEC en fonction de la saturation et des capacités d'hématose du patient, des débits pulmonaires, s'il y a une voie antérograde ou non, et s'il y a un canal perméable ou non, et s'il faut le lier avant la mise en place de l'anastomose. Dans ces cas-là, on sera plutôt amené à mettre une CEC afin de continuer l'oxygénation de l'enfant le temps de réaliser l'anastomose. Et puis ensuite,
les autres étapes de chirurgie palliative qui sont les DCBP et les DCPT, mais vous avez un cours spécifique là-dessus, donc je ne m'y attarderai pas. Comme je vous disais, cœur fermé, pour nous, ça veut dire pas de mise en place de CEC, de circulation extracorporelle. La plupart des chirurgies qu'on va définir comme cœur fermé, ce sera la ligature de canal artériel, ce sera la chirurgie de coarctation, la rythmologie. Pouvez-vous réexpliquer la fenestration SVP? Je veux bien qu'on garde les questions pour la fin. Je n'ai pas parlé de fenestration. Qu'est-ce que je vous dis? Oui, donc cœur fermé, canal artériel, coarctation. La plupart de la rythmologie pédiatrique, la mise en place de pacemaker, la mise en place de défibrillateurs, comme je vous disais, l'anastomosystémie pulmonaire qui peut se réaliser avec ou sans CEC en fonction de la cardiopathie et de l'indication, et les anomalies des arcs aortiques pour certaines. Lorsqu'on a besoin de CEC, on va parler de chirurgie à cœur ouvert. Donc la CEC, c'est la circulation extracorporelle, c'est la machine cœur-poumon qui va permettre de continuer d'oxygéner le patient et de perfuser les organes le temps où nous, on va arrêter le cœur et les poumons. Donc cette CEC assure à la fois le rôle du cœur et le rôle du poumon, mais nous permet aussi de visualiser les lésions intracardiaques puisqu'on dérive le sang avant le cœur et qu'on réinjecte après le cœur, ce qui nous permet d'avoir un cœur exsangue pour pouvoir visualiser les valves, les septales lorsqu'il faut faire des cloisonnements, CIA, CIV, ce genre de choses. Pour réaliser cela, on va mettre en place des canules qui vont nous permettre drainage, c'est-à-dire aspirer le sang, et puis ensuite réinjection qui va se faire après le cœur et les poumons dans l'aorte. La CEC est composée de différentes structures. Il y a tout d'abord un réservoir qui permet de stocker le sang, un filtre pour, si jamais à l'aspiration, il y a des éléments qui sont aspirés, qui sont trop gros pour être injectés dans la circulation sanguine. Vous avez une pompe qui permet d'assurer le débit en fonction du débit théorique du patient, un oxygénateur pour assurer le rôle du poumon et un échangeur thermique qui va nous permettre de réaliser les chirurgies en normaux ou en hypothermie. Donc, le pompiste, le technicien de CEC, c'est un petit peu notre contrôleur aérien lors de la chirurgie. C'est lui qui va nous annoncer les débits, qui va, si nécessaire, pouvoir refroidir l'enfant, le patient, bien drainer les cavités cardiaques pour réaliser la chirurgie, effectuer la cardioplégie pour arrêter et protéger le cœur. Et une fois que la réparation est faite, faire repartir le cœur et le refaire travailler progressivement en jouant sur le débit. Donc, comme vous pouvez voir sur la photo en bas à gauche, c'est quand même une grosse machine avec un ordinateur de bord intégré pour les débits, pour rentrer les gaz du sang au fur et à mesure de la chirurgie. Et souvent, nos pompistes vont aussi avoir un petit retour caméra pour voir ce qui se passe dans le champ opératoire. La cannulation, vous verrez, il y a une vidéo derrière pour vous montrer un petit peu les étapes de la cannulation. Mais vous voyez, la chirurgie n'est pas encore commencée, c'est-à-dire on n'a pas encore arrêté le cœur et déjà, c'est un petit peu saturé dans le champ opératoire. Donc la cannulation, c'est vraiment une étape cruciale pour assurer la sécurité du patient, pour perfuser tous les organes en continu, assurer l'homéostasie. Et donc nous, il est important de bien placer nos canules afin d'avoir la meilleure visibilité dans le champ opératoire pour qu'une chirurgie se passe sans encombre. Qu'est-ce qu'on a à disposition et qu'est-ce qu'il faut faire pour la cannulation et dans quel ordre on va le faire? Tout d'abord, on va mettre en place la cannule artérielle, bien évidemment, ceci après avoir fait l'héparine qui est réalisée par nos collègues anesthésistes. On va mettre en place une cannule artérielle qui va permettre de réinjecter le sang oxygéné
au débit théorique réglé sur la CEC et le sang réchauffé. On va mettre cette canule artérielle dans l'aorte ascendante. Ensuite, on va assurer le drainage. En fonction des chirurgies, on peut mettre une ou deux canules veineuses. Lorsqu'il y a une cannulation veineuse unique, on va mettre une canule en plein dans l'oreillette droite. Et lorsqu'il y a besoin d'une cannulation bicave, on va aller canuler les caves supérieures et inférieures. On va également mettre une canule de décharge gauche qui va permettre d'aspirer et vider les cavités gauches dans l'oreillette gauche, la plupart du temps dans la veine pulmonaire supérieure droite, mais on peut également mettre cette décharge gauche dans le tronc de l'artère pulmonaire. Et ensuite, dernière canule, la canule de cardioplégie qu'on va mettre dans l'aorte ascendante et qui va permettre de délivrer la cardioplégie pour arrêter le cœur et protéger le cœur. Exactement ce que je vous disais, la cardioplégie qui permet d'arrêter le cœur et de le perfuser dans les coronaires pour la protection myocardique. Cette cardioplégie, elle peut être sanguine ou cristalloïde. Sanguine riche en potassium ou cristalloïde, nous avons différents solutés de perfusion comme le Celsior ou le custodiol. Cette cardioplégie, elle peut être chaude ou froide en fonction de la durée d'intervention et du type de cardiopathie et de chirurgie prévue. Elle peut être unique si jamais ce sera un temps de clampage court ou si on fait une cardioplégie cristalloïde qui peut nous donner 1h30 de temps de chirurgie avant d'avoir besoin de refaire un coup de cardioplégie pour la protection myocardique. Donc unique, répétée, c'est-à-dire que toutes les 10 à 15 minutes, on va refaire de la cardioplégie, ou en continu, ça c'est plutôt dans la chirurgie cardiaque adulte. En chirurgie cardiaque pédiatrique, la plupart du temps, la cardioplégie va être antérograde, c'est-à-dire qu'on va la faire dans l'aorte ascendante pour perfuser en antérograde les coronaires. Dans certaines chirurgies, on peut être amené à faire une cardioplégie rétrograde, c'est-à-dire qu'on va aller cannuler le sinus coronaire et faire la cardioplégie en rétrograde par le sinus coronaire. Ceci est plutôt réalisé en chirurgie cardiaque adulte. Se pose la question ensuite de réaliser la chirurgie en normo ou hypothermie. Normothermie, c'est-à-dire qu'on va garder le patient à 36-37 degrés. Hypothermie, on va aller refroidir le patient, soit parce qu'on sait qu'on va avoir une durée de clampage long et donc ça nous permet une protection des organes et une protection du cœur, soit parce qu'on sait qu'on va avoir besoin de faire un arrêt circulatoire, comme dans les chirurgies de la crosse aortique pour syndrome de coarctation, interruption de l'arche, chirurgie de Norwood, ce genre de choses. Et donc là, on va passer en hypothermie profonde. En fonction des centres des chirurgies, ce sera entre 18 et 24 degrés. Lorsqu'on descend à 18 degrés, c'est pour faire un arrêt circulatoire complet, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est arrivé à 18 degrés, qu'on a fait la cardioplégie, on arrête totalement la circulation extracorporelle. On peut faire également de l'hypothermie profonde avec arrêt circulatoire et perfusion cérébrale sélective, où on ne va perfuser que le haut du corps en mettant une canule dans le TABC et en clampant les troncs supraortiques et l'aorte thoracique descendante. Alors, la CEC, ce n'est pas dénué de risques. Nous avons l'hémodilution, c'est-à-dire que dans la CEC, il y a besoin d'avoir un priming, c'est-à-dire un volume de sang. Sur les petites pompes, c'est à peu près 300 ml. Sur les grandes pompes, ça va aller jusqu'à 500 ml. Et donc, vous voyez, chez un enfant de 3 kg qui a 300 à 400 millilitres de volume sanguin, eh bien, ça fait qu'on a besoin de lui apporter un deuxième volume sanguin dans la CEC, ce qui fait qu'on va prendre des produits sanguins, faire un priming au sang et avec du PFC pour remplacer tout le volume sanguin.
Chez le plus grand, on peut se permettre de faire un priming sans transfusion. Mais donc là, le risque, c'est l'hémodilution, c'est-à-dire que l'hémoglobine, l'hématocrite vont chuter. Et donc, c'est quelque chose qui est surveillé par les pompistes et par les anesthésistes. Et si jamais l'hémodilution est trop importante, même si initialement on était parti pour ne pas transfuser un jeune enfant ou un adolescent, eh bien, on va se permettre de finalement transfuser pour la protection et la récupération des organes. La CEC est aussi à risque d'inflammation puisque le sang va passer dans des tuyaux synthétiques, même si ils sont cotés pour certains à l'héparine. Il y a quand même de l'inflammation qui va être liée au matériel, mais qui va être aussi liée à la durée de la CEC. Plus ça dure, plus le risque d'inflammation est important derrière. C'est l'ischémie myocardique, donc il faut vraiment faire attention à ce que la cardioplégie soit bien délivrée et si c'est de la cardioplégie au sang, la faire toutes les 10 à 15 minutes ou sinon refroidir et partir en hypothermie modérée. Et puis, on peut avoir des problèmes techniques durant la chirurgie, des problèmes de décannulation, c'est-à-dire une canule veineuse ou la canule artérielle qui vont sortir des vaisseaux. Donc ça, c'est les risques majeurs de la CEC avec le saignement massif et l'arrêt de la perfusion, le temps de pouvoir recanuler. Et autre problème technique, c'est le bullage, c'est-à-dire réinjecter du sang et des bulles dans la circulation avec le risque d'embolie gazeuse, principalement au niveau cérébral. Comment se déroule une intervention et la mise en place de la CEC? Eh bien, c'est assez codifié. On effectue la sternotomie. Chez le plus petit, on va effectuer une thymectomie pour pouvoir visualiser le cœur, puisque souvent les petits ils ont un gros thymus devant le péricarde et donc on a besoin de l'enlever pour accéder au péricarde et pour accéder au cœur et pour avoir une bonne exposition. Et puis également pour faire de la place dans le thorax. Comme je vous disais, il y a de l'inflammation qui est créée par la chirurgie avec du coup un cœur qui gonfle et qui prend plus de place dans le thorax. Donc faire la thymectomie nous permet d'avoir plus de place pour le cœur et les poumons dans le thorax pour réfléchir ensuite à la fermeture. Certains enfants vont avoir besoin d'une fermeture sternale différée, c'est-à-dire qu'on va leur laisser le thorax ouvert après la chirurgie pour laisser le temps au cœur de récupérer, d'avoir moins d'inflammation, moins d'œdème et de pouvoir fermer le thorax sans le contraindre. Donc, sternotomie, thymectomie. Quand on est prêt, on demande à faire l'héparine. On effectue la cannulation CEC. Quand on est prêt à faire la cardioplégie, on fait le clampage. On réalise notre geste. Une fois le geste terminé et les cavités cardiaques fermées, on va y avoir une période de débulage où on va remplir le cœur et purger l'air dans les cavités cardiaques. Une fois que cela est fait, on déclampe, le cœur reprend son rythme et son activité. On va sevrer progressivement la CEC pour remettre en charge et refaire travailler le cœur. Et une fois qu'il peut réaliser le débit théorique de perfusion, on arrête la CEC. Quand tout est stable, on enlève les canules et on fait l'antidote à l'héparine qui est la protamine pour permettre la coagulation. Un temps d'hémostase afin d'éviter un saignement post-opératoire. Et puis ensuite la fermeture, soit directe si l'hémodynamique et l'hématose le permettent, soit sinon on va laisser le thorax ouvert et effectuer une fermeture sternale différée. Comme promis, une petite vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble la cannulation en chirurgie cardiaque. Vous voyez, on a effectué la sternotomie, on a ouvert le péricarde qu'on va fixer au champ opératoire afin de bien visualiser le cœur. Quand on est prêt, on demande l'héparine à nos collègues anesthésistes et puis on commence par la cannulation de l'aorte. Donc, avant de mettre en place les canules, on réalise ce qu'on appelle des bourses, c'est-à-dire qu'on va mettre des bourses de fil sur le vaisseau, ce qui permet de mettre en place ensuite la canule et de la solidariser au vaisseau. Et une fois la chirurgie terminée, lorsque l'on enlève la canule, refermer le vaisseau pour éviter tout saignement.
Vous voyez là, on réalise la bourse sur l'aorte ascendante, juste avant la naissance des troncs supraortiques, donc la plupart du temps, le TABC en premier. Une fois la bourse terminée, on va ouvrir, vous voyez, au ciseau l'adventice sur l'aorte. Et ensuite, on met en place notre canule. On serre la bourse de fil sur une tirette. Vous voyez ce petit caoutchouc orange. On vérifie que le sang remonte bien dans la canule et on la fixe à la tirette. On raccorde bien évidemment la canule au tuyau de CEC. Là, vous voyez, on réalise une bourse sur la veine cave supérieure. On effectue la vénotomie cave supérieure. On met en place une aspiration dans le péricarde pour recueillir le sang et le réinjecter directement dans l'aorte. Et puis voilà, on ouvre notre cave supérieure et on met en place la canule cave supérieure. On vérifie bien là aussi que le sang remonte bien dans la canule, ce qui montre que la canule n'est pas embutée et qu'elle va permettre de bien drainer le sang de la partie haute du corps. Une fois la canule mise en place et la tirette serrée, eh bien, on fixe la canule à la tirette afin d'éviter tout risque de décanulation. Une fois qu'on a mis en place la canule cave supérieure, eh bien, on peut débuter la CEC puisqu'on peut commencer à drainer le cœur par la canule veineuse cave supérieure et réinjecter par l'aorte. Ce qui nous permet de luxer le cœur et d'exposer la veine cave inférieure pour pouvoir mettre en place une canule dans le système cave inférieur. On règle sa position afin d'avoir le meilleur drainage et puis ensuite on serre la tirette et on fixe la canule à la tirette, là encore pour éviter tout risque de décanulation. Une fois qu'on est parti en CEC et que donc le cœur peut être bien déchargé, on va aller s'occuper de lier le canal artériel. On préfère réaliser ceci une fois qu'on est parti en chirurgie, principalement lorsqu'il y a ductodépendance, et aussi pour permettre d'avoir des cavités droites bien déchargées et donc pouvoir lier sans tension le canal artériel. Et en cas de rupture, pouvoir effectuer une réparation sans exsanguination du patient. Là, vous voyez, on va mettre des tirettes sur les canules afin d'effectuer une occlusion sur les canules et faire qu'elles drainent tout le sang sans qu'il y en ait qui passe à côté et qu'il y ait de perte sanguine. Là, c'était une chirurgie de RVPA totale, ce qui veut dire que du coup, il y avait des petites cavités gauches et donc on ne va pas mettre de décharge dans l'oreillette gauche puisqu'elle est petite et que pour l'instant, elle n'a pas les veines pulmonaires. Et donc, on va mettre cette décharge gauche dans le tronc de l'artère pulmonaire. Voilà, donc ouverture du tronc de l'artère pulmonaire sur la bourse avec le bistouri, puis mise en place de la canule afin de drainer correctement le patient. Une fois que toutes les canules de drainage et de réinjection sont mises en place et qu'on a un bon débit sur la CEC, on va mettre en place notre canule de cardioplégie dans le départ de la aorte ascendante, au-dessus des coronaires, même principe, mise en place de la bourse, la tirette et mise en place de notre canule de cardioplégie. Une fois que toutes les canules sont en place, on va clamper l'aorte entre les canules de cardioplégie et les canules
la canule aortique de réinjection, ce qui fait que le sang de la CEC est réinjecté dans l'aorte ascendante après les coronaires, donc pour perfuser tous les organes. Là, vous voyez, c'est de la cardioplégie cristalloïde. Vous voyez dans la canule de cardioplégie que c'est du liquide clair, donc ce n'est pas du sang, c'est de la cardioplégie cristalloïde. Vous voyez le cœur qui, du coup, dérosit, qui devient blanc, avec les coronaires qui sont remplis de liquide cristalloïde, et le retour dans l'oreillette droite par le sinus coronaire de la cardioplégie, ce qui nous montre que la cardioplégie passe bien et donc il y a une bonne perfusion et protection coronaire le temps de la cardioplégie. Donc, vous voyez, mon collègue profite du temps de cardioplégie pour aller fermer la CIA. Une fois que la chirurgie est terminée, que le geste intracardiaque est fait, on réalise des purges des cavités cardiaques. Et on déclenche. Le plan est enlevé, donc le sang peut retourner dans les coronaires et donc réaliser la perfusion coronaire. On va purger les cavités gauches. Ici, vous voyez, on a fait une petite bourse sur la pointe du ventricule gauche et mettre en place un cathéter pour débuller les cavités gauches, effectuer les purges aériques et limiter le risque d'embolie gazeuse après déclampage et reprise de l'activité cardiaque. Vous voyez quelques bulles qui sortent par le cathéter. Et voilà, le cœur a repris un rythme. Là, vous voyez les troubles du rythme. Et donc, le cœur va être choqué. Hop. Et voilà, reprise d'un rythme sinusal après choc interne. Donc voilà comment on met en place la CEC. Un petit mot sur le matériel qui permet d'effectuer les réparations. Premièrement, les patchs. Donc on a différents types de patchs. On peut prendre du péricarde autologue, qu'on peut conserver frais ou qu'on peut tanner à la glutaraldéhyde pour le rendre un petit peu plus rigide. On peut également utiliser des patchs hétérologues qui vont être principalement des patchs porcins ou bovins traités. Traités, c'est-à-dire qu'il va y avoir différents procédés pour décellulariser les patchs et ne conserver que la matrice. Après les patchs comme matériel, nous avons les valves. Vous connaissez bien, valves mécaniques ou valves biologiques. Et dans les différents substituts biologiques, nous avons les valves en péricarde bovin. Il y a les valves avec ou sans armature, avec ou sans stent. On peut également utiliser chez le petit pour le remplacement de la voie droite des jugulaires bovines, c'est les tubes, c'est les Contegra, les veines pro. Voilà, c'est de la veine jugulaire bovine, ce qui nous permet d'avoir un tube valvé. Possibilité également d'utiliser des homogreffes, soit humaines, soit animales. Ici, pour vous montrer à quoi ça ressemble une homogreffe, vous avez à gauche photo d'une homogreffe pulmonaire autologue, c'est-à-dire que dans la chirurgie de Ross, quand on va aller prélever le culot pulmonaire pour le mettre en position aortique, voilà à quoi ça ressemble. Et puis en bas à droite,
vous avez une homogreffe aortique cryopréservée, c'est-à-dire que cette valve vient d'un cadavre ou plutôt d'un cœur explanté pour transplantation cardiaque, puisque quand on effectue une transplantation cardiaque et qu'on explante le cœur du receveur, on peut, en fonction des états du cœur, conserver les valves, les envoyer dans un centre pour que les valves sur le cœur explanté soient prélevées et qu'on ait ensuite un stock d'homogreffes, que ce soit aortique ou pulmonaire, pour la prise en charge de nos patients. Et puis ensuite, une fois la chirurgie terminée, eh bien, la mise en place de tout le matériel intrathoracique, la mise en place d'électrodes de stimulation, à la fois auriculaires et ventriculaires. Vous voyez sur la photo, c'est les petits fils bleus qui sortent. La mise en place également du drainage. On peut mettre soit des drains de redond autour du cœur, en rétrosternal et dans les plèvres si nécessaire. Et en fonction des chirurgies effectuées, la mise en place de cathéters intracardiaques pour mesure des pressions, soit dans l'oreillette gauche, soit dans le tronc de l'artère pulmonaire. Un petit mot sur les techniques chirurgicales. Donc, je ne suis pas là pour vous faire la chirurgie de toutes les cardiopathies, puisque vous avez des cours dédiés sur chacune des cardiopathies, mais plus vous mettre en tête les concepts que nous, chirurgiens, nous avons. La chirurgie du canal artériel, je vous avais dit cœur fermé. C'est vrai que ces temps-ci, il y a beaucoup de prise en charge par nos collègues en interventionnel au cathétérisme pour aller faire une fermeture du canal artériel. Lorsque ce canal est trop gros, trop court pour mettre en place une prothèse, on va effectuer une ligature chirurgicale. Cette ligature va se faire par thoracotomie gauche, avec mise en place soit de clips, soit de fils, soit même faire une section ligature en mettant en place des clans de chaque côté et en suturant de chaque côté. Ça, c'est quand c'est une ligature du canal artériel seule, sans autre prise en charge chirurgicale, sans autre réparation ou palliation à réaliser. Par contre, lorsqu'il y a d'autres gestes associés, la ligature du canal artériel se fera par sternotomie, comme vous avez pu voir lors de la vidéo de cannulation. La coarctation aortique, lorsqu'elle est isolée sans hypoplasie de l'arche, pareil, va aller s'effectuer par thoracotomie gauche. Voilà une vision chirurgicale et une vision schématisée. Vous voyez sur les premiers lots de photos et schémas la dissection de l'aorte ascendante, des troncs supraortiques, de la zone de coarctation. Ici, vous avez donc votre aorte ascendante, la naissance des troncs supraortiques, la zone de coarctation, le canal artériel depuis l'artère pulmonaire gauche et puis l'aorte thoracique descendante. Donc, il faut bien réaliser une dissection extensive de part et d'autre de la coarctation pour ensuite pouvoir réaliser une suture sans tension. Une fois la dissection bien réalisée, on va mettre en place nos clans en amont, clans en aval de la coarctation. On va lier le canal artériel et puis ensuite réséquer la zone de coarctation avant de réaliser la suture. Donc, vous voyez ici le clan en haut, l'aorte thoracique ascendante, la crosse. Ici, vous avez l'aorte thoracique descendante, le clan. Ici, le canal artériel qui a été lié et coupé. Et donc, le début de suture au niveau de la face postérieure. On complète la suture à la face antérieure. Et puis ensuite, on va aller enlever les clans et vérifier qu'il y a un bon passage, un bon pouls et l'absence de saignement. En cœur fermé, nous avons aussi la correction des anomalies des arcs aortiques, qu'ils soient circulants ou non. Cette chirurgie va s'effectuer par thoracotomie gauche également, où on va aller faire une ligature puis section
de l'arc atrétique, section également du canal artériel et enfin libération de l'axe trachéobronchique. Comme vous voyez sur le schéma, ici vous avez le double arc atrétique qu'on va aller sectionner, mais on va sectionner également le ligament artériel pour bien libérer la trachée, les bronches et l'œsophage. Un petit mot sur une autre chirurgie à cœur fermé, la mise en place de pacemakers et de défibrillateurs chez l'enfant, donc la rythmologie pédiatrique chirurgicale, qui peut être effectuée soit sur des problèmes rythmologiques purs, soit après correction ou palliation lorsqu'il y a un BEV post-opératoire ou encore si c'est une chirurgie à haut risque rythmique derrière, chez des patients à qui il faut mettre en place des défibrillateurs. Vous voyez à quoi ça ressemble. Ici, donc, vous avez un pacemaker, on va dire, monochambre. Pourquoi? Puisqu'il n'y a qu'une sonde, il n'y a qu'une sonde ventriculaire et donc c'est de la stimulation pure. À la différence d'un pacemaker double chambre où on va avoir différentes sondes sur les oreillettes et sur le ventricule, faire à la fois la détection du rythme et la stimulation au niveau ventriculaire pour qu'il y ait un synchronisme atrioventriculaire. Ces chirurgies sont faites souvent par des petites incisions sous-xiphoïdiennes où on ne va pas aller ouvrir en entier le sternum, on peut aller ouvrir la pointe de la xiphoïde pour visualiser l'oreillette et les ventricules et mettre en place les sondes afin d'avoir les bons seuils et puis réaliser une loge pour le pacemaker qu'on va mettre dans la gaine des grands droits abdominaux à gauche ou à droite. Mais ces implantations peuvent aussi se réaliser par thoracotomie gauche, où on va aller mettre une sonde atriale sur l'auricule gauche et une sonde ventriculaire sur la pointe du ventricule gauche. Ici, vous avez la mise en place de défibrillateurs, où on va aller mettre en plus des sondes atriales et ventriculaires, un ou deux coils de défibrillation. Ici, vous avez un coil qui est mis directement sur le ventricule droit et l'infundibulum. Et ici, vous avez un coil qui est tunnelisé derrière les côtes pour entourer le cœur et avoir une bonne défibrillation. Quelques exemples de chirurgie à cœur ouvert. CIA, ce sont des patients qu'on voit moins qu'avant, puisqu'il y a quand même beaucoup de CIA qui sont accessibles à une fermeture percutanée. Mais il y a quand même des indications chirurgicales qui restent. Les CIA sont quand même trop larges où il n'y a pas de possibilité de mise en place de protège parce qu'il n'y a pas de berge pour aller pouvoir ancrer la prothèse. Et dans ces cas-là, ces patients vont être référés en chirurgie. CIA simple, ostium secondum, on peut proposer les deux voies d'abord, soit sternotomie, soit thoracotomie droite. C'est vrai qu'on va plutôt proposer la thoracotomie droite chez les patients de sexe féminin pour des raisons esthétiques, puisque la thoracotomie est quand même réputée plus douloureuse que la sternotomie. Il y a également les CIA sinus venosus ou cister, excusez-moi, sinus venosus avec ou sans RVPA associé. En cas de doute, ne pas hésiter à réaliser un scanner préopératoire. Et la fermeture des CIA de façon chirurgicale s'effectue la plupart du temps à l'aide d'un patch, soit autologue où on va aller prélever du péricarde chez le patient, soit du péricarde hétérologue. Voilà un petit exemple parce que je trouvais la reconstruction très jolie au scanner de CIA avec RVPA partiel. Exemple en haut de la chirurgie de Varden où en fait on a une CIA sinus venosus très haute avec un retour veineux pulmonaire partiel dans la veine cave supérieure. Eh bien, on va aller fermer la CIA après l'avoir élargie avec du patch
et ensuite transposer la veine cave supérieure à l'auricule droit pour permettre un drainage de tout le RVPA. Souvent, c'est le lobe supérieur, lobe moyen à droite. Lobe moyen, lobe supérieur droit qui sont le RVPA dans ce type de CIA. Et donc, la mise en place du patch pour les tunnéliser du côté gauche du cœur. Là encore, CIA, vous avez vu, bon, il y a différents types de CIA, il y a différents types de CIV et en fonction de la localisation, la voie d'abord ne va pas être la même. La plupart des CIV, on va aller les fermer par atriotomie droite. Donc, comme vous voyez sur la petite photo opératoire ici, donc ça, c'est l'atrium droit qui est ouvert. Et puis, à travers la tricuspide, on va aller repérer les berges de la CIV, mettre en place nos points et passer nos points dans le patch qu'on va aller descendre pour aller fermer la CIV. Si nécessaire, on peut décrocher la tricuspide pour bien aller exposer la CIV et pouvoir la fermer complètement. Après, on réinsère la tricuspide. En cas de CIV conoventriculaire ou infundibulaire, on va plutôt aller effectuer la fermeture en ouvrant le tronc de l'artère pulmonaire, ce qui nous permet une meilleure visualisation de la CIV. Et pour certaines CIV, la meilleure voie d'abord sera de passer par la horte. Un petit mot sur la tétralogie de Fallot. Donc, vous savez, il y a 4 éléments: CIV, sténose pulmonaire, dextroposition de l'aorte, hypertrophie infundibulaire. Le tout expliqué par une seule entité anatomique qui est la bascule antérieure du septum conal. Et donc, nous, en chirurgie, il faut qu'on aille adresser ces 4 aspects. Donc, pour traiter la sténose pulmonaire et l'hypertrophie infundibulaire, vous voyez ici, on va aller réséquer toute l'hypertrophie infundibulaire en passant par atriotomie droite et, si besoin, en complétant avec une infundibulotomie sous la valve pulmonaire. Donc, la résection commence par la triotomie droite et on va aller réséquer le muscle jusqu'à ce qu'on puisse aller visualiser l'anneau et la valve pulmonaire. On profite de la triotomie droite pour aller fermer la CIV. Et vous voyez ici, on fait très attention de bien visualiser la valve aortique et de ne pas aller prendre notre patch dans la valve aortique et déformer la valve aortique. Et ensuite, on va aller s'intéresser à la voie pulmonaire. Différentes solutions. La valve et l'anneau sont conservables. Et donc, dans ces cas-là, on va passer par le tronc de l'artère pulmonaire et aller effectuer une commissurotomie au niveau de la valve pulmonaire et élargir le tronc pulmonaire à l'aide d'un patch. Et si nécessaire également, aller ouvrir l'infundibulum, compléter la résection infundibulaire qui a été effectuée par l'oreillette droite par l'infundibulum qu'on va aller refermer par un patch également. Donc, en fonction de la sévérité de la sténose pulmonaire, on peut soit faire ce qu'on appelle une voie atriale pure, où on va aller par l'oreillette droite faire la résection infundibulaire et fermer la CIV, et ensuite aller élargir le tronc de la paix et faire une commissurotomie de la valve pulmonaire. Soit, si l'obstacle est un peu plus important au niveau infundibulaire, et bien on va aller compléter par un patch et une résection par l'infundibulum. Si jamais, par contre, l'anneau n'est pas conservable, eh bien, on va aller ouvrir l'anneau et faire un patch infundibulopulmonaire entre le tronc de l'artère pulmonaire et l'infundibulum, sous couvert qu'il n'y ait pas de coronaire anormal barrant l'infundibulum pulmonaire juste sous l'anneau, contre-indiquant cette ouverture. Petit mot sur le CAV. Bien là, du coup, on a en cas de CAV complet 4 éléments également à traiter.
fermer la communication interventriculaire, s'occuper de la valve AV gauche, fermer le septum interatrial et puis ensuite s'occuper de la valve AV droite. Donc, c'est dans cet ordre-là que s'effectue la chirurgie. Si vous avez une vision à peu près schématique de la vue chirurgicale d'un CAV complet, donc vous voyez ici les deux valves AV. Ici, en dessous, vous voyez le patch de CIV qui a été mis en place, la fermeture de la fente au niveau de la VAV gauche, et puis ici le début de la suture du patch de septation atriale avec ici la zone dangereuse qui est la zone des voies de conduction. Un petit mot sur les valves et les voies d'éjection, puisqu'on peut avoir des lésions étagées. Vous voyez comme le phallo, vous avez de la sténose sous-valvulaire avec l'hypertrophie valvulaire, de la sténose valvulaire, de la sténose supravalvulaire. Ça peut être le cas chez les patients Noonan également avec sténose pulmonaire. Et puis, au niveau aortique, pareil, on peut avoir des obstacles à la voie d'éjection valvulaire, mais aussi sous-valvulaire et supravalvulaire. À l'inverse, on peut également avoir de l'insuffisance au niveau de chacune des valves, des 4 valves. Et donc, on va faire des petits exemples pour chacun. La prise en charge des sténoses supravalvulaires aortiques, donc ça va être par exemple les syndromes de Williams-Beren. Eh bien, comme vous voyez, on va aller élargir avec mise en place de patchs soit losangiques, soit triangulaires au niveau supravalvulaire aortique. Lorsque les lésions sont extrêmement complexes, et bien, comme vous voyez, on va aller ouvrir chaque sinus en faisant très attention, bien évidemment, au coronaire. Chaque sinus va être plastifié à l'aide de patchs afin d'élargir les sinus. Et si nécessaire, on peut également élargir l'aorte ascendante afin d'avoir une voie d'éjection non sténosante. La prise en charge des sténoses valvulaires aortiques, ça va être en fonction de la valve et puis de la fonction ventriculaire gauche. Mais globalement, la première étape chirurgicale, ça va être la plastie valvulaire simple qui va consister en une commissurotomie, c'est-à-dire aller ouvrir chirurgicalement à l'aide d'un bistouri les commissures pour améliorer l'ouverture valvulaire avec comme risque la fuite valvulaire. Si nécessaire, ça va être plutôt chez le plus grand, on va réaliser des plasties valvulaires complexes, c'est-à-dire qu'on va aller rajouter du matériel. Donc, du matériel, c'est quoi? C'est du patch péricardique pour aller recréer des commissures, comme vous voyez ici sur ce schéma. Une commissure qui est ouverte, mais qui engendre une fuite, eh bien, on va aller créer une néocommissure à l'aide de patch. Un meilleur exemple ici, un patient qui avait déjà eu plusieurs chirurgies de commissurotomie au niveau de sa valve aortique avec du coup des feuillets qui étaient rétractés. Et vous voyez ici l'adjonction de patch sur une des cuspes aortiques afin de recréer un feuillet valvulaire. Si la plastie, donc la réparation n'est pas possible, eh bien on va passer à... Excusez-moi, il y a une question. Je vous répondrai à la fin, d'accord? Donc oui, si réparation, commissurotomie, plastie valvulaire complexe, pas possible, eh bien on va passer au remplacement de la valve aortique. Et donc, chez nos patients, le premier remplacement qu'on va proposer, c'est la chirurgie de Ross, c'est-à-dire un remplacement
autologue où on va aller prélever le culot pulmonaire qu'on va aller réimplanter en position aortique. Cette chirurgie, du coup, nécessite la réimplantation des ostia coronaires dans cette autogreffe pulmonaire posée en position aortique et nécessite également, du coup, le remplacement de la voie droite par du matériel étranger synthétique. Soit chez le petit, on va utiliser là, les tubes valvés en veine jugulaire bovine, donc Contegra Veine Pro, soit chez le plus grand, et s'il y en a disponible, une homogreffe pulmonaire de cadavres cryopréservés. Un des patients ayant eu une chirurgie de Ross les plus connus, c'est Arnold Schwarzenegger, qui avait une bicuspidie aortique qui a été programmée pour une intervention de Ross. Bon, ce que l'histoire ne dit pas, c'est que, premièrement, le Ross n'a pas fonctionné avec une fuite de l'autogreffe et donc il a terminé avec un remplacement valvulaire aortique. Et du coup, un remplacement également de sa voie droite. Et donc, 20 ans plus tard, 15 ou 20 ans plus tard, il a été programmé pour valvulation percutanée au niveau de sa voie droite, qui s'est mal passé. Donc, il est retourné en chirurgie et d'où ce poste où il dit je vais me réveiller avec une petite incision et je me suis réveillée avec une grosse, mais vous savez quoi, tout va bien et vous connaissez, voilà, Terminator, I'll be back, et il a dit I'm back. Donc voilà les pitfalls un petit peu de la chirurgie de Ross. Et puis, si jamais le Ross n'est pas possible, eh bien, on va proposer un remplacement valvulaire, soit biologique, soit mécanique. La plupart du temps, chez nos patients, ce sera un remplacement valvulaire mécanique. Donc, vous voyez ici la mise en place d'une prothèse avec les fils dans le culot aortique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la survie n'est pas la même, puisqu'il y a tous les risques de complications thromboemboliques lors de la mise en place d'une valve mécanique avec l'anticoagulation que ça nécessite. Un petit mot pour que vous entendiez la différence entre les différents noms propres pour les différentes chirurgies de la aorte ascendante. Différentes possibilités, soit la valve aortique est conservable après remplacement du culot et de l'aorte ascendante. Et donc, vous avez différentes techniques. Vous avez la technique ici, vous avez le Yacoub, où en fait, on va conserver la valve, on va aller réséquer toute l'aorte en conservant bien les commissures et la valve, et on va aller suturer le tube sur les commissures et réimplanter les coronaires. Donc ça, c'est la chirurgie de Yacoub. Vous voyez, ça fait une petite tulipe. Vous avez également la chirurgie de Tyrone David, où là, le tube va être droit et va être posé sur l'anneau avec la valve et les commissures qui vont être inclus dans le tube. Donc c'est ça la différence entre le Yacoub et le Tyrone David. Les deux, bien sûr, nécessitent la réimplantation des artères coronaires dans le tube. Vous avez la nouveauté, ce qu'on appelle le caviar, où vous réalisez un Yacoub, vous voyez en tulipe, en mettant les commissures suturées sur le tube et l'adjonction d'un anneau au niveau de l'anneau aortique, un anneau synthétique au niveau de l'anneau aortique. Donc, Yacoub plus annuloplastie, c'est caviar. Ces trois techniques, c'est quand la valve aortique est conservable, le Yacoub, le Tyrone David et le caviar. Quand la valve aortique n'est pas conservable et qu'il faut la remplacer, eh bien là, ça va être la chirurgie de Bentall. On va aller mettre un tube valvé qui va être suturé sur l'ancien anneau aortique, là encore avec réimplantation des artères coronaires.
Un petit mot sur la pathologie mitrale et puis les différentes techniques que l'on peut utiliser pour la réparation. Nous avons l'annuloplastie, donc la mise en place d'un anneau prothétique. Ça peut être soit une annuloplastie, vous voyez, postérieure, soit ça peut être une annuloplastie totale sur toute la surface de l'anneau mitral. En cas d'anomalie de l'appareil sous-valvulaire, eh bien, on va pouvoir aller fenestrer, ouvrir les piliers mitraux. En fonction de la localisation de l'anomalie mitrale, de la pathologie mitrale, eh bien, si c'est un rétrécissement mitral, on peut aller, comme sur la valve aortique, effectuer une commissurotomie. Donc, au bistouri, aller ouvrir les commissures. On peut effectuer des résections, comme dans la chirurgie adulte, lorsqu'il y a un gros prolapsus avec une valve dysplasique, excusez-moi, fermer une clefte, qu'elle soit antérieure ou postérieure, et réséquer de la membrane si jamais il y a du tissu anormal qui va gêner la mitrale. Et ces gestes peuvent bien évidemment être associés en fonction des lésions. Et bien évidemment, si la valve n'est pas réparable, n'est pas plastifiable, eh bien, on se tourne vers le remplacement valvulaire mécanique mitral. Un petit mot sur une étude qui avait été faite par une de nos collègues à Necker Enfants Malades sur les patients ayant nécessité remplacement valvulaire mécanique, que ce soit au niveau de la valve aortique ou au niveau de la valve mitrale. Eh bien, on voit que en position aortique, la mortalité précoce est quand même de 5%, avec une survie moyenne de 93% à 10 ans, mais avec quand même 15% des patients qui nécessitent réintervention à 10 ans après leur remplacement valvulaire aortique mécanique. Concernant la valve mitrale, eh bien, la mortalité est beaucoup plus importante, avec, vous voyez, une mortalité précoce de 10%. Et une survie moyenne de 80% à 10 ans, donc beaucoup moins que pour la valve aortique, et surtout beaucoup plus de réintervention, puisque quasiment 30% des patients nécessitaient réintervention à 10 ans. Vous voyez quelles sont les complications les plus fréquentes. Eh bien, c'est le BAV post-opératoire, avec 10% des patients qui ont quand même besoin d'un appareillage par pacemaker pour BAV post-opératoire. Et puis les complications dues à l'anticoagulation, avec 2% de thrombose valve, 6% d'embolie, et puis 7% des patients qui ont nécessité prise en charge pour saignement grave. Un petit mot sur la pathologie tricuspide. Donc, ça peut être soit de l'insuffisance tricuspide congénitale, pathologie d'Epstein, ou ça peut être également pour une CIV, une tétralogie de Fallot, comme vous avez vu. La plupart du temps, la CIV se ferme par voie atriale droite en passant par la tricuspide, et donc on peut être amené à avoir besoin de réaliser une plastie de la valve tricuspide. Mais un petit mot sur l'Epstein, puisqu'on avait des jolies photos péropératoires pour vous montrer, où tous les feuillets valvulaires ne sont pas délaminés. Eh bien, on va aller délaminer justement tous les feuillets tricuspides, donc aller les séparer de la paroi ventriculatrialisée, et ensuite effectuer ce qu'on appelle une plastie de cône, c'est-à-dire qu'en fait, former un cône avec les feuillets valvulaires qu'on a pu récupérer, aller fermer l'anneau, et puis voilà, effectuer un cône en réattachant tous les feuillets valvulaires sur l'anneau tricuspide. Et puis là encore, si pas de possibilité de réparation, eh bien vous avez accès au remplacement valvulaire tricuspide. Pour vous garder un petit peu éveillé, la transposition des gros vaisseaux, il va y avoir une petite succession de vidéos pour que vous voyez à quoi ça ressemble sur le point de vue chirurgical. Mais d'abord, grand principe, comment on va faire? On va aller séparer les ostia coronaires, couper l'aorte, couper la paix, effectuer la manœuvre de Lecomte en passant les artères pulmonaires en avant, réimplanter
les coronaires sur l'ancien culot pulmonaire qui devient le néoculot aortique, et puis ensuite rétablir la continuité entre culot et artère, aorte et pulmonaire. Donc, pour vous montrer la petite vidéo, là, vous avez... On va la remettre au début ensuite. Là, vous avez la section de l'artère pulmonaire et vous voyez ici l'analyse des valves. Alors, voilà, on va recommencer. Voilà, ici, donc, section de l'artère aorte, enfin, section de l'aorte, section de l'artère pulmonaire, et puis ensuite, exposition pour analyse des valves, et puis se préparer à réimplanter les artères coronaires dans l'ancien culot pulmonaire qui devient culot aortique. Ici, ce que vous pouvez voir, c'est la dissection des artères pulmonaires. On va disséquer bien loin jusqu'après la bifurcation lobaire. Et là, voilà la manœuvre, la fameuse manœuvre de Lecomte, où après avoir bien disséqué toutes les artères pulmonaires à droite et à gauche jusqu'au île, on va passer les artères pulmonaires en avant de l'aorte. Là, vous voyez sur le culot aortique le prélèvement des artères coronaires, des ossia coronaires, où on va aller garder une bonne collerette de tissu pour pouvoir effectuer la suture. Donc, une fois qu'on a coupé les ossia, séparé les ossia du culot, eh bien, on va aller libérer au bistouri électrique la partie initiale du trajet coronaire afin de leur donner un petit peu de mobilité pour les passer du culot aortique au culot pulmonaire. Vous voyez, on découpe les ostia au ciseau et puis ensuite on libère au bistouri électrique afin de leur donner un petit peu de mobilité pour pouvoir les emmener sur le culot pulmonaire. Là, vous voyez, on réanastomose l'aorte avec l'ancien culot pulmonaire qui devient culot aortique. Et puis, on effectue des incisions dans les sinus pour prévoir la réimplantation coronaire. Vous voyez ici, on termine de réimplanter l'ostium coronaire droit et ici, l'ostium coronaire gauche, on effectue en bouton, c'est-à-dire qu'on va aller faire un trou dans le sinus et puis on va aller réanastomoser l'ostium gauche. Et ensuite, l'ancien culot aortique sur lequel on a prélevé les ostia coronaires, on reconstruit la face postérieure avec du péricardotologue afin de recréer un culot pulmonaire. Et puis ensuite, à cœur battant, on va aller réanastomoser l'ancien culot aortique devenu culot pulmonaire à la bifurcation pulmonaire qui sera passée en avant par la manœuvre de Lecomte. Un petit mot sur les gouttes. Donc, comme vous savez, les gouttes, c'est Grown-up Congenital Heart Disease, que maintenant on dit ACHD, Adult Congenital Heart Disease. Ça peut être des cardiopathies congénitales vieillies, découvertes tardivement, ou des patients ayant déjà été opérés dans l'enfance de cardiopathies simples ou complexes et qui nécessitent reprise. Donc, on va dire rédux quand c'est la deuxième fois, tridux troisième fois, quadridux, et puis on continue. Des patients multi-opérés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, 90% des patients avec cardiopathie
congénitale survivent jusqu'à l'âge adulte. Et donc, c'est un pool de patients qui nécessite une prise en charge spécifique. Pour ceci, je vous mets cette référence, les nouvelles guidelines de la Société européenne de cardiologie, hein, remise à jour en 2020, où vous avez toutes les spécificités de prise en charge globale et puis spécifiques aux différentes pathologies. Un mot sur la prise en charge technologique de ces patients, les indications de cathétérisme, de chirurgie, toutes les recommandations sur les bilans. Donc, à avoir avec vous, à avoir lu, c'est important. Et pour nous, chirurgiens, principalement, ce sera des patients déjà opérés, multi-opérés. Alors, il y a quelques, vous voyez, CIA, CAV partiel, patients qu'on va opérer à l'âge adulte ou voilà, pathologie valvulaire aortique jamais opérée ou une commissurotomie dans l'enfance. Dilatation de l'aorte ascendante chez les marfangs ou des maladies du tissu élastique, mais beaucoup reprise de la voie droite hein, sur des patients phallo avec non-conservation de l'anneau pulmonaire et de la valve pulmonaire qu'il va falloir aller valver. Abso, pareil, valvulation de la voie droite. Patients ROS ayant eu du coup homogreffe ou tube valvé sur la voie droite. Donc, ça va être principalement ça qu'on va retrouver, nous, en tant que chirurgiens, pour les couches. Et vraiment vous dire que ce qui est important pour nous, c'est l'évaluation en imagerie avant. Il y a voilà, tout le bilan préopératoire d'indication de staff en équipe pluridisciplinaire. Et donc, il faut que ces patients ils aient systématiquement un scanner préopératoire, d'une part pour évaluer l'anatomie, les artères pulmonaires, mais surtout la proximité des structures cardiaques avec le sternum. Comme vous pouvez voir ici sur le scanner, eh bien, vous voyez que derrière le sternum, il y a tout le ventricule droit qui est collé et vous avez la voie droite. Ici, c'est une patiente qui avait un faux anévrisme au niveau de la voie droite. Et donc, nous, pour préparer la réentrée sternale, hein, puisque le risque de plaie cardiaque à la réentrée sternale augmente avec le nombre de chirurgies antérieures. Donc, premièrement, voilà, scanner systématique pour tout patient nécessitant réopération. Et deuxième chose, j'ai envie de dire aussi échodoppler systématique chez tous ces patients, échodoppler au niveau des axes vasculaires cervico-thoraciques et aussi au niveau des scarpas, donc les vaisseaux fémoraux. Pourquoi? Puisque déjà, ce sont des patients qui ont eu plusieurs chirurgies, qui ont probablement eu plusieurs cathétérismes, qui ont eu des cathéters veineux centraux, des cathéters artériels en post-opératoire, et que donc il peut y avoir des sténoses ou des occlusions au niveau des vaisseaux fémoraux. Et donc, c'est important pour la chirurgie, déjà pour l'anesthésie, savoir où est-ce qu'il peut aller mettre ses voies, et puis aussi pour nous, puisque si jamais à la réentrée sternale, eh bien, on fait une plaie du cœur, qu'on n'a pas accès pour cannuler dans le thorax en urgence la CEC pour récupérer le sang, pour assister le cœur, eh bien, il faut qu'on puisse établir la CEC sur les vaisseaux périphériques. Et donc, chez l'adulte, ça va être sur les vaisseaux fémoraux. Donc, vous voyez bien, si on fait la sternotomie, on a une plaie, on cherche les vaisseaux fémoraux et on tombe sur des vaisseaux sténosés ou thrombosés et qu'on ne peut pas partir en CEC en urgence sur les vaisseaux périphériques, eh bien, c'est une perte de chance pour le patient. Donc, vraiment, tout patient qui doit être opéré, c'est scanner, c'est évaluation des axes vasculaires.
Et puis, dernière question qui se pose, est-ce qu'il existe un shunt persistant, puisque se pose la question de réaliser les chirurgies sous CEC à cœur battant ou avec clampage. Et donc, le risque à cœur battant, c'est d'avoir des embolies gazeuses. Et donc, soit on clampe tous les patients, mais pour ça, il faut avoir accès à l'aorte et pouvoir mettre les différentes canules de réinjection et de cardioplégie. Ou alors, l'évaluation d'un shunt persistant en préopératoire ou voire même en péropératoire lorsque l'on fait le geste, monitorage ETO continu pour voir s'il y a passage de bulles dans les cavités gauches. Voilà pour vous expliquer un petit peu la problématique. Vous voyez en haut à droite, la photo, c'est patient jamais opéré, on fait la sternotomie, on ouvre le péricarde et le cœur, il est libre dans la cavité péricardique et puis on reconnaît les structures. Et puis quand on a été multi-opéré, eh bien, le cœur est collé au sternum et donc la réentrée sternale, ça peut nous prendre 1 heure, ça peut nous prendre 2 heures. Et une fois qu'on a réussi à ouvrir le sternum et mettre en place l'écarteur, eh bien, encore faut-il séparer et disséquer toutes les structures qui sont fibrosées et adhérentes ensemble et qui, du coup, nécessitent là aussi une dissection minutieuse. Un petit mot sur l'assistance circulatoire. Bien, on va dire qu'on peut avoir 2 modalités d'assistance circulatoire, soit pour support respiratoire sans support respiratoire, on va dire simple, avec mise en place d'une ECMO véno-veineuse pour assurer purement l'hématose, l'oxygénation et la décarboxylation. À l'inverse, l'ECMO véno-artériel va assurer les deux, à la fois un support respiratoire en assurant l'hématose, mais aussi un support circulatoire en effectuant le débit cardiaque et en assurant la perfusion à la place du cœur ou en complément du cœur. Donc, la mise en place des assistances circulatoires pour les ECMO véno-veineuses pour assistance respiratoire pure, on a différentes modalités de cannulation. Ça peut être jugulaire unique, où on va mettre en place une canule Avalon, qui est une canule spécifique qui assure à la fois le drainage et la réinjection. Ou modalité avec 2 canules jugulo-fémorales, où une canule va permettre le drainage jusqu'à la machine d'ECMO qui va assurer l'hématose et le débit, et puis réinjection par une autre canule. Pour la mise en place d'une ECMO véno-artérielle, chez le petit, on va la mettre en jugulo-carotidien avec drainage en jugulaire, réinjection en carotidien. Chez le plus grand, on va pouvoir se permettre de le faire en fémoro-fémoral. On va mettre une canule de drainage dans la veine fémorale, une canule de réinjection dans l'artère fémorale, et il faudra y adjoindre une canule de reperfusion pour le membre inférieur, ou en aval de la canule de réinjection artérielle, on va mettre une canule de réinjection pour assurer la perfusion du membre inférieur et limiter le risque d'ischémie du membre inférieur, puisque chez l'adolescent, le jeune adulte, la taille des vaisseaux n'est pas très importante et donc la plupart du temps, la canule artérielle est occlusive, et ce qui fait qu'il n'y a pas de passage en aval de la canule dans le membre inférieur, d'où la nécessité de mettre en place une canule de réinjection pour assurer la perfusion du membre inférieur. Ça, ce sont donc les ECMO véno-artériels installés sur les vaisseaux périphériques, mais si besoin, on peut également mettre en place une ECMO en centrale, où on va aller mettre une canule de drainage dans l'oreillette droite et une canule de réinjection dans l'aorte. La plupart du temps, lorsqu'on met en place une ECMO centrale, l'indication, c'est en post-cardiotomie, c'est-à-dire post-chirurgie cardiaque. Et donc, par la voie d'abord la sternotomie, on met en place l'ECMO. En tout cas, on laisse en place les canules de la CEC, on enlève la CEC et on met à la place l'ECMO.
Donc, voilà les différentes indications d'ECMO. Alors, c'est une liste non exhaustive. Et donc, vous avez la défaillance post-cardiotomie, en gros la défaillance après chirurgie cardiaque. Ça peut être pour des patients qui avaient déjà une dysfonction en préopératoire. Les exemples les plus communs, c'est le patient avec découverte d'Al-Kappa ou les transpositions vieillies. Ça peut être là un patient avec une dysfonction myocardique post-opératoire, soit parce qu'il y a eu un clampage aortique prolongé, un défaut de cardioprotection, une défaillance myocardique, une sidération myocardique après la chirurgie ou la présence de lésions résiduelles. Et ça peut être également en post-transplantation pour assister quelques heures ou quelques jours après implantation du greffon. Voilà, un greffon qui a besoin d'assistance le temps de reprendre un peu du poil de la bête, si on peut dire ça comme ça. Donc, voilà les indications après chirurgie cardiaque. Et puis, il y a également les défaillances circulatoires qu'on va dire d'ordre médical, des patients qui n'ont pas nécessité de chirurgie, mais qui ont une défaillance circulatoire. Ça va être principalement les myocardites ou les décompensations de cardiomyopathie dilatée. Ça peut être des intoxications médicamenteuses, des arythmies réfractaires, arrêt cardiaque avec cause non encore retrouvée, mais dont le bilan est à faire après stabilisation du patient. Et puis pour certains patients, une défaillance respiratoire avec défaillance hémodynamique. Chez le tout petit, ça va être l'inhalation méconiale, par exemple. Alors, contre-indication de l'ECMO, il n'y a pas vraiment de consensus. Donc, c'est plutôt des avis d'experts. Mais en gros, ça va être une réanimation cardio-pulmonaire prolongée. Certains disent 30 minutes. Nous, on va dire principalement jusqu'à 1 heure en intra-hospitalier, en tout cas. Réanimation extra-hospitalière, on va dire qu'il faudrait une cannulation en moins d'1 heure et la plupart du temps avec récupération d'un rythme. Ça aussi, contre-indication relative, une cardiopathie irréversible inopérable. Ça, c'est une décision d'équipe au cas par cas en fonction du patient et de la pathologie. Autre contre-indication, les atteintes neurologiques sévères, le terrain, syndrome polymalformatif, syndrome génétique, ça est tout à fait à discuter au cas par cas également. Une contre-indication que j'ai envie de dire absolue, ça va être le saignement actif important, puisque pour pouvoir mettre en place l'ECMO, vous avez besoin d'une anticoagulation par héparine. Il y a aussi l'âge et le poids de l'enfant, puisqu'il faut pouvoir mettre en place les canules. Et donc, vaisseaux trop petits dans lesquels on ne peut pas mettre les canules, eh bien, c'est une contre-indication, mais la technique à l'ECMO. Et puis ensuite, cannulation impossible. Hein, ça peut être, on ne trouve pas les vaisseaux en fonction de la physionomie du patient, ou les vaisseaux sont trop petits, ont déjà été piqués avec des sténoses non connues avant la mise en place de l'ECMO, sténose ou occlusion de vaisseau. Donc, on en revient à ce qu'on disait pour les Gooch, l'évaluation de l'état vasculaire, c'est extrêmement important. Voilà, ça peut nous arriver de un patient qui arrive et puis on va pour lui mettre l'ECMO et on aborde et on tombe sur des vaisseaux qui ne sont pas cannulables. Et donc, voilà, c'est une contre-indication à la mise en place de l'assistance. Donc, l'ECMO, c'est plutôt de l'assistance de courte durée qui va se compter en semaines. Pour les patients avec cardiopathie qui ont besoin d'une assistance de longue durée, eh bien, chez le tout petit, on dispose du Berlinart, qui est une assistance pneumatique externe. Et donc, c'est une assistance circulatoire pure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oxygénation dessus. C'est juste pour assurer le débit cardiaque. Le Berlinart, il peut être mis en place en monoventriculaire. Monoventriculaire gauche, on va mettre une canule apicale de drainage et une canule de réinjection au niveau de l'aorte ascendante.
Si jamais c'est la nécessité d'une assistance ventriculaire droite, la canule de drainage se met dans l'atrium droit et la canule de réinjection dans le tronc de l'artère pulmonaire. Et donc, on peut avoir une assistance monovade quand c'est monoventriculaire ou bivade lorsqu'il y a besoin d'une assistance en biventriculaire. Comme vous voyez, on dispose de différentes tailles de ventricules et donc on peut assister nos patients depuis la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Voilà, petite vidéo pour vous montrer comment se passe l'implantation d'un Berlin. Donc là, ça va être l'implantation d'un Berlin monoventriculaire gauche. Donc, bien évidemment, pour pouvoir mettre en place le Berlin, eh bien, il faut mettre en place une CEC pour assurer voilà, le débit cardiaque et puis drainer le sang pour permettre de mettre en place les canules de Berlin en toute sécurité. Donc, la cannulation, là, vous avez vu, on a mis une canule dans l'aorte pour la réinjection et puis on va se mettre une canule de CEC dans l'oreillette droite. Une fois que le cœur est assisté, on va préparer la tunnelisation des canules à la peau. Et on va commencer par mettre en place la canule apicale. Donc, vous voyez, pour pouvoir mettre en place la canule apicale, il faut luxer le cœur, d'où la nécessité de mettre en place la CEC, puisque sinon, ça se passerait très mal. Il y a une nécessité d'assister le cœur pour assurer la perfusion, pour pouvoir nous mettre en place le matériel de Bernhardt. Donc, on repère la pointe du ventricule gauche et on met en place nos fils de fixation pour la canule apicale. Vous voyez, pour éviter le saignement derrière, on met en place ce qu'on appelle des pledgets, donc c'est des attelles de feutre sur lesquels reposent les fils pour assurer l'hémostase et pour éviter de déchirer le myocarde. Voilà, une fois les points mis en place, eh bien, on va réséquer une pastille de myocarde au niveau de la pointe du ventricule gauche, ce qui permet de faire une analyse anatomopathologique du tissu myocardique pour l'étiologie de la cardiopathie. Et puis, on va mettre en place voilà, notre canule apicale gauche après avoir passé les différents fils dans la canule. Une fois que la canule est fixée et que les fils sont noués, eh bien, on va aller tunneliser la canule apicale en abdominal par les incisions réalisées préalablement. Ensuite, on va s'attaquer à la mise en place de la canule de réinjection artérielle au niveau de l'aorte. Vous voyez, celle-ci, on la tunnelise avant pour régler la longueur en fonction de là où il y a l'aorte ascendante. On va clamper latéralement l'aorte ascendante en amont de notre canule de CEC artérielle. Et puis, on va aller ouvrir l'aorte ascendante de la taille de la canule et ensuite aller suturer cette canule sur l'aorte ascendante, bien évidemment, au-dessus des coronaires. Et donc là, vous voyez, les canules sont mises en place. On les a raccordées au ventricule de Berlin. Et puis, on va aller ouvrir les canules apicales sur la pointe du ventricule gauche et aortique. Et on va mettre en charge progressivement le ventricule. Et donc, on commence à assurer le débit sur le ventricule et on diminue progressivement le débit sur la CEC pour faire le relais entre la CEC et le Berlin.
Un petit mot sur la transplantation cardiaque. Là aussi, vous aurez une vidéo. Comment choisir le donneur pour votre patient qui attend la transplantation cardiaque? Eh bien, il y a la théorie, il y a le donneur idéal. Donc, pour nos patients en pédiatrie, ça va être un patient jeune, idéalement en dessous de 40 ans. Idéalement, pas de tabagisme ou en fonction du receveur et de la cardiopathie et de l'urgence, et bien tolérer 10 voire 20 paquets année en fonction de l'urgence. Bien évidemment, il ne faut pas que le donneur ait d'antécédents de cancer, de néoplasie, pas de traumatisme thoracique, pas de contusion myocardique et pas d'antécédents évidemment de chirurgie cardiothoracique. Et point à prendre en compte, c'est la distance pour la durée d'ischémie, puisqu'on va dire que pour un cœur, dans l'idéal, il faut qu'on ait moins de 4 heures entre le moment où on a clampé le cœur du donneur et le moment où on fait redémarrer ce cœur dans le receveur. Dans l'idéal, pour le donneur idéal au niveau du cœur, c'est un patient qui a besoin de pas ou peu de soutien inotrope, pas ou peu de troponine, une échographie cardiaque normale et des coronaires saines. Donc, c'est vrai que chez des patients de moins de 40 ans, on ne va pas demander de coronarographie systématique. Si besoin, tous les donneurs, de toute façon, ont un body scan avant d'être acceptés sur la liste des donneurs. Donc, on peut regarder s'il y a présence de calcification au niveau des coronaires sur le scanner. Et puis, un petit mot pour les prélèvements pulmonaires pour nos patients qui ont une mucoviscidose ou HTAP. L'idéal, c'est d'avoir un rapport perfusion PaO2 sur FiO2 supérieur à 300, moins de 24 heures d'intubation avec une fibroscopie normale, sans sécrétion, sans bactéries, une imagerie thoracique normale également. Comment on va choisir le greffon? Eh bien, en fait, c'est selon le patient receveur. Tout d'abord, en fonction du groupe sanguin. Donc un receveur groupe O ne pourra recevoir que du groupe O. Par contre, en pédiatrie, on peut se permettre des dérogations de groupe. Et donc, un patient A, eh bien, on pourra choisir un donneur groupe A ou groupe O. Et voilà, receveur AB, on peut lui proposer tous les greffons. On ne fait pas vraiment de spécificité en fonction du résus. On va se poser la question de la compatibilité CMV et EBV entre le donneur et le receveur, et puis surtout de prendre en compte les antigènes interdits, puisque certains receveurs en attente ont déjà été transfusés ou ont déjà été opérés, donc peuvent avoir des anticorps anti-HLA. Donc, c'est la prise en charge lors du cross-match en fonction des antigènes interdits, voir si c'est une contre-indication absolue ou contre-indication relative avec plasmaphéreuse en fonction du taux d'anticorps anti-HLA. Le choix du greffon pour le cœur, eh bien, ça va être en fonction du poids du receveur et en fonction de la cardiopathie, enfin plutôt en fonction du poids du donneur, excusez-moi, puisque par exemple un patient en attente de transplantation avec une CMD, gros cœur, eh bien, on va monter jusqu'à, si possible, 2 fois, 2 fois et demi, voire 3 fois le poids. En tout cas, c'est ce qu'on va accepter au niveau du donneur. Par contre, un patient qui a une cardiomyopathie restrictive avec un petit cœur, eh bien, on ne va pas pouvoir se permettre de monter beaucoup plus et on va essayer d'avoir une adéquation un peu plus proche poids donneur, poids receveur. Pour les poumons, par contre, on ne va pas prendre en charge le poids, ce sera en fonction de la taille et du calcul de la CPT théorique, de capacité pulmonaire théorique. Un petit mot sur comment ça se passe, le prélèvement de l'organe chez le donneur. Il y a tout d'abord la préparation à l'étage abdominal, donc les préleveurs au niveau du rein et du foie qui vont préparer à l'étage abdominal leurs organes. Donc ça va être 1 à 2 heures.
Et ensuite, va venir le moment de la préparation à l'étage thoracique où voilà, on va ouvrir le sternum, vérifier la viabilité du greffon et puis ensuite préparer le greffon. Donc, voilà, séparer l'aorte de la paix, préparer les veines caves supérieures et inférieures. Et puis, une fois que, et à l'étage abdominal et à l'étage thoracique, tout le monde a préparé son organe, va venir là également le moment de la cannulation, où chacun va mettre des canules pour pouvoir délivrer le liquide de préservation dans chacun des organes. Donc, pour le cœur, ce sera une cardioplégie de préservation, pour le poumon, une pneumoplégie, et puis voilà, l'étage abdominal, eux aussi, mettent des canules pour le foie et pour le rein, pour préserver leurs organes et puis aussi pour bien laver le sang du donneur pour limiter le risque derrière d'immunisation. Voilà, chacun a préparé ses organes, chacun a mis ses canules, on effectue le clampage de l'aorte thoracique ascendante pour le cœur et puis de l'aorte thoracique descendante pour l'étage abdominal pour pas qu'il y ait de mélange dans les différents liquides de préservation. Et puis on effectue des décharges. Et une fois que les solutés de préservation sont passées, eh bien, dans l'ordre, on explante d'abord le cœur, puis les poumons, ensuite c'est au tour du foie, et enfin, il termine par l'explantation des reins. Pour vous montrer un petit peu comment on explante le cœur chez le donneur, eh bien, on va aller couper l'aorte, couper l'artère pulmonaire. Donc, si jamais il y a un prélèvement pulmonaire associé, bien se mettre d'accord où on va couper pour que chacun ait suffisamment pour son organe. Ensuite, on va aller couper les veines caves supérieures ici, inférieures ici, en laissant un clan pour ne pas avoir de retour de liquide de préservation de l'étage abdominal. Et puis ensuite, on va aller faire le partage de l'oreillette gauche lorsqu'il y a un prélèvement pulmonaire associé, où du coup, on va aller couper au milieu de l'oreillette gauche, nous garder une collerette d'oreillette gauche sur le cœur et eux garder une collerette d'oreillette gauche sur les veines pulmonaires. Bien évidemment, s'il n'y a pas de prélèvement pulmonaire associé, bien nous, on va aller couper sur les veines pulmonaires pour avoir une plus grosse collerette d'oreillette gauche. Sur le receveur, une fois qu'on a vu le greffon, qu'on a dit qu'il était bon, eh bien, on va lui mettre évidemment en place la CEC, la circulation extracorporelle, dans l'aorte, dans les veines caves. Et puis ensuite, on va lui explanter le cœur malade. Et donc, pareil, on va aller couper cave supérieure au ras de l'oreillette droite pour avoir une bonne longueur de cave supérieure. Pareil, au niveau de la cave inférieure, si besoin, on va même aller se mettre sur l'oreillette droite ici pour avoir une bonne longueur de cave inférieure pour aller réimplanter le nouveau cœur. On va couper l'aorte, couper l'artère pulmonaire et ensuite couper l'oreillette gauche en gardant une collerette postérieure d'oreillette gauche au niveau des veines pulmonaires. Et on va vous montrer l'implantation du cœur. Ce schéma il est très moche, mais il y a une vidéo pour voir comment on réimplante un cœur pour une transplantation cardiaque. Donc voilà, on ouvre le sternum. Là, comme ça, vous voyez la thymectomie et l'ouverture du péricarde. On met en place la canule aortique, les canules veineuses cave inférieure et cave supérieure. Et ensuite, mettre en place une décharge gauche, vous voyez, dans la veine pulmonaire supérieure droite. On clampe, on coupe l'aorte, on coupe l'artère pulmonaire. On coupe la veine cave supérieure, on coupe au niveau de la veine cave inférieure. Et puis ensuite, on coupe au niveau de l'oreillette gauche en gardant une bonne collerette au niveau des veines pulmonaires. Ça, c'était l'explantation du cœur. Maintenant, on prépare le nouveau cœur. Vous voyez ici, on a ouvert au niveau des artères pulmonaires et puis on commence à suturer l'oreillette gauche.
Donc là, c'est la fin de l'ischémie froide et c'est le début de l'ischémie chaude, puisque le nouveau cœur ne bat pas, mais il est dans le patient, donc il n'est plus conservé à 4 degrés, mais il est à la température corporelle du patient. On commence par l'anastomose, vous voyez ici, de l'oreillette gauche, du cœur du donneur sur le receveur. Là, on effectue l'anastomose au niveau de la veine cave inférieure. Ensuite, on effectue l'anastomose au niveau de l'artère pulmonaire. Ensuite, on effectue l'anastomose au niveau de l'aorte. Et là, on effectue les purges et à cœur battant, on va aller faire l'anastomose cave supérieure. Faire l'anastomose cave supérieure à cœur battant nous permet d'avoir moins de temps d'ischémie au niveau du cœur et de commencer une période d'assistance et de récupération le temps de faire cette dernière anastomose. Un petit mot sur la survie, ça c'est sorti du registre international de l'ISHLT, donc c'est Heart Lung Transplantation. Vous voyez que la médiane de survie chez les patients pédiatriques ayant nécessité une transplantation cardiaque, la médiane de survie est de 15 ans et que c'est globalement comparable en fonction de l'âge à laquelle le patient a eu sa transplantation cardiaque. Et bien voilà, merci de votre attention.